Je me présente, Simon, Crossover Scout chez Elite Prospects, également 10 heures de niaiserie pour briser la glace, mais également fier ambassadeur de Ryan Leonard, des affogatos et des bidets. C'est mon tout premier mock draft de l'année. On est présentement à la fin avril, puis la loterie n'a pas eu lieu encore, mais on connaît toutefois l'identité des 16 premières équipes qui vont repêcher en juin prochain. Aujourd'hui, c'est pas mon gros mock draft de 3-4 heures que je fais à chaque année avant le repêchage, puis dans lequel je partage mes rapports d'évaluation finaux. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus concis. Je vais essayer de m'en tenir aux grandes lignes pour vous parler de chaque choix, puis également pourquoi ça va être un choix intéressant pour cette équipe-là, parce que je réitère, un mock draft, c'est une prédiction de comment le jour du repêchage pourrait se dérouler et non un classement personnel. Pour ceux et celles qui sont sur YouTube, il va y avoir des vidéos des joueurs durant l'épisode. Je vais passer à travers des 16 premiers choix en prenant pour acquis que la loterie ne va pas changer l'ordre puis qu'il n'y aura pas d'échange non plus. Puis je vais également inclure là-dedans le 17e choix qui appartient présentement aux Canadiens de Montréal. Je vais dévoiler les choix 18 à 64 lors d'un épisode futur. Puis si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant afin de ne pas manquer ça. Je suis un peu grippé. Puis la dernière fois que j'ai fait un mock draft grippé, j'ai pogné 17 000 vues sur YouTube. Fait qu'on va souhaiter que la vidéo pogne autant de traction cette année. Arrêtons de tourner autour du pot. Au premier rang, les Sharks de San Jose ont un choix assez évident ici. Je prédis qu'ils jetteront leur dévolu sur le défenseur canadien Matthew Schaefer, fils de Claudia d'ailleurs. Défenseur gaucher, 6 pieds 2, un des très jeunes joueurs de la QV. Il est né au début septembre 2007. Schaefer, c'est un magnifique patineur, excessivement fluide, rapide, dynamique, capable de supporter l'attaque, de piloter l'avantage numérique, d'être responsable défensivement également. Schaefer, en fait, coche toutes les cases qu'on cherche chez un défenseur numéro 1. Il a toutefois joué que 17 rencontres cette saison, dans lesquelles il a quand même cumulé 22 points, donc plus qu'un point par match. Il a également été dominant durant ce court échantillon-là, et c'est pourquoi on le retrouve premier sur la majorité des listes publiques. On l'a entre autres vu au championnat des moins de 20 ans, alors qu'il avait que seulement 17 ans et 4 mois. Puis il avait très bien fait là, avant de se blesser. Je dis blessure, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour son absence. En fait, il y a eu une mononucléose à l'automne, puis il s'est fracturé la clavicule lors du championnat mondial. Genre de blessure qui laisse généralement pas trop de séquelles. Donc, Matthew Schaefer, avec Sam Dickinson à la ligne bleue des Sharks, je pense que ça va être complètement dingo. Au deuxième rang, les Blackhawks ont eux aussi, je crois, un choix très facile. Puis c'est ici Michael Misa, centre canadien dynamique de 6 pieds 1, ayant obtenu le statut de joueur exceptionnel dans la Ligue de l'Ontario. Misa, il a vraiment élevé son jeu d'un cran cette saison, 134 points en 65 rencontres, dont 62 buts, au premier rang de toute la Ligue de l'Ontario pour les points, la meilleure récolte depuis le tournant du millénaire pour un joueur de 17 ans lors de son année de repêchage, devant des joueurs comme Mitch Marner, Tyler Seguin, Steven Stamkos et Dylan Strome. Misa, c'est un joueur qui est très complet. Il joue à haute intensité, il s'implique physiquement, il crée du chaos. C'est un très bon patineur, très dynamique, capable d'alimenter ses coéquipiers, mais surtout capable de marquer, comme en témoignent ses 62 buts. C'est un joueur qui fit à merveille dans la philosophie de repêchage des Hawks des dernières années. Ils vont chercher beaucoup des joueurs rapides et intenses. Puis là, Misa est un petit peu plus gros que les joueurs qui ont l'habitude d'aller chercher et c'est un centre. Donc, je serais vraiment pas surpris que ça soit leur choix. En fait, deuxième, pas mal convaincu que c'est leur choix, mais je serais pas surpris que Misa soit leur choix si jamais les Hawks repêchaient premier même. Donc, à suivre. Au troisième rang, les Prédateurs de Nashville. Puis là, ça s'ouvre déjà un petit peu. Caleb Desnoyers est évidemment dans la conversation déjà ici, mais on sait que les Preds essaient d'aller chercher le plus de upside offensif possible plutôt que de viser des joueurs plus well-rounded comme Desnoyers. Fait que je pense que ça pourrait jouer ici entre l'ailier de 6 pieds 3 Porter Martone et le centre de 5 et 10,5 James Haggins. En termes de talent puis de feuille de route, Haggins serait probablement le choix logique ici, en plus que c'est un centre, donc un petit peu plus de valeur. Mais Haggins, il a connu une saison fort décevante, puis je pense que les Preds pourraient se laisser tenter par le garçon au gros gabarit Porter Martone, donc ailier droit canadien de 6 pieds 3 pouces, qui avait été comparé en début de saison à Matthew Tkachuk puis à Corey Perry, mais c'est pas vraiment ça Porter Martone, mais c'est quand même un bon joueur.
On peut comprendre, en fait, pourquoi les partisans sont déçus quand ils regardent Martin jouer, parce que il n'y a pas la même hargne ou le même style de jeu que les Tkachuk, Perry et compagnie. Malgré son gabarit, ben, moi, je suis encore réticent à le catégoriser comme attaquant de puissance, mais il y a tous les outils pour se développer en ça. Mais présentement, je pense que c'est d'abord et avant tout un fabricant de jeux agile et cérébral qui excelle en transition, à ralentir le jeu, à créer des délais, de la manipulation, qui a également un très bon lancer, dont il ne sert pas assez à mon goût malheureusement, mais c'est un fabricant de jeux et un des très bons de cette cuvée. Ce qu'on lui reproche, c'est souvent son manque de pace, son manque d'intensité. Comme je dis, il ralentit énormément le jeu. Puis quand il plaque, bon, c'est pas toujours convaincant non plus. Sauf qu'il y a néanmoins une certaine agressivité, parfois dans son jeu, qui se montre surtout après le sifflet. C'est le genre de joueur qui aime aller déranger puis brasser un petit peu quand même. Fait que je comprends les critiques à son égard. Je comprends qu'il a déçu lors du U20. Mais c'est néanmoins le joueur qui coche le plus de cases pour possiblement devenir le prochain attaquant de puissance élite dans la LNH. Puis les Preds, ben, manquent de centre dans leur banque d'espoir, certes, mais ils risquent d'être poches encore pour quelques saisons. Puis ils en drafteront un l'an prochain, là, un centre. Là, pour l'instant, je pense que la swing à prendre ici, c'est Porter Martone. Au 4e rang, les Flyers de Philadelphie qui, by the way, ont une affaire genre comme 7 choix dans les 2 premières rondes. C'est très excitant pour les fans des Flyers. James Higgins, bref, serait évidemment un choix évident ici. Probablement le joueur le plus talentueux qui reste sur le board. Mais je pense que les Flyers vont y aller ici, plutôt vers Caleb Desnoyers. C'est simple, je pense que Desnoyers serait le fit parfait pour Matvei Michkov. Les Flyers, ben, premièrement, ils ont un gros problème de taille. Gros problème de taille, oui. Dans leur alignement, avec des gars comme Michkov, Brink, Konechny, Luchenko, Barkey, qui sont tous en bas de 6 pieds. Puis au centre, ben, c'est assez triste aussi. Fait que ça leur prend un centre idéalement assez gros. Puis présentement, c'est Desnoyers. Tu sais, centre, 6 pieds 2. Souvent comparé à un plus petit Sean Couturier. Fait qu'il y a peut-être un fit naturel là ici. Desnoyers, ben, c'est un joueur qui n'a pas le meilleur patin, mais c'est un centre two-way, hyper complet, cérébral, très bon défensivement, très bon en échec avant, qui a une très bonne touche offensive également, sous-estimée peut-être même. Bref, beaucoup de cases pour jouer dans un rôle top 6 au centre, au prochain niveau. Je dis production sous-estimée, 84 points en 56 rencontres en saison régulière dans la LHJMQ, ainsi que 20 points en 9 parties en série au moment d'enregistrer cet épisode-là. Un joueur des grandes occasions, un joueur de série également, je crois. Puis je disais dans un épisode précédent que, individuellement parlant, en termes de talent, Caleb, c'est pas pour moi un choix top 10 nécessairement. Toutefois, dans la bonne équipe, il y a les outils, je pense, pour devenir, mettons, le Jonathan Toews d'un Patrick Kane, si vous me suivez. Puis je pense que c'est le genre de match ici avec les Flyers qu'on pourrait voir avec un gars comme Matvei Michkov, justement. Fait que je pense que Desnoyers à Philadelphie, un fit naturel, puis je pense que ça lui permettrait d'avoir une très belle carrière. Au 5e rang, les Bruins de Boston, ou comme on dit au Québec, les Bruins de Boston. Je pense qu'ils pourraient surprendre la planète hockey ici en repêchant Roger McQueen, le centre de 6 pieds 5 avec un lourd historique de blessures, mais je pense plutôt qu'ils vont y aller pour un joueur qui a évolué dans leur cours toute la saison, aux côtés d'un autre de leur choix de première ronde, celui de l'année dernière. Je parle ici de James Higgins, centre américain, 5 pieds 10 pouces et demi, qui évoluait à Boston College cette année avec Dean Letourneau. Depuis peut-être, 2023, je dirais, Higgins était vu comme le choix numéro 1 incontesté en vue de ce repêchage-là. Le petit centre agile, dynamique et cérébral avait entre autres fait la pluie et le beau temps avec le programme de développement américain aux côtés de Cole Eiserman. En fait, c'est simple, à son année D-2, donc 2 ans avant son repêchage, Higgins avait récolté 85 points en 60 rencontres, la meilleure saison D-2 de l'histoire du programme, devant les Jack Eichel, Austin Matthews, Phil Kessel et compagnie. Il avait même été plus que point per game pour l'équipe des moins de 18 ans, et ce à l'âge de 16 ans. Même Austin Matthews n'avait pas eu un aussi bon rythme que ça. Puis ça n'en prenait pas moins pour qu'on compare James Higgins avec Jack Hughes, ni plus ni moins. À son année D-1, donc l'an dernier, 102 points en 52 rencontres, encore une fois avec le programme de développement américain, au 4e rang de l'histoire du programme pour un joueur D-1, mais tout de même devant Matthew Tkachuk, Jack Eichel et compagnie, encore une fois.
il a également cette année-là éclipsé le record pour le plus de points au tournoi U18 avec 22 points devant Kucherov, Hughes, Ovechkin et compagnie. Je me permets une parenthèse. D'ailleurs, tous ces filtres avancés-là qui me permettent d'avoir accès à ces statistiques-là sont disponibles sur la version premium de Elite Prospects. Si jamais ça t'intéresse, Elite Prospects vous offre 30% de rabais sur l'abonnement annuel avec le code promo BLG30 pour briser la glace 30. Puis ça, ben, ça donne également accès à nos rapports de visionnement sur les espoirs, puis plein d'autres fonctions super funky. Fait que, dors pas. BLG30. Bref, vous comprendrez que les attentes étaient excessivement élevées envers James Hagen cette saison. Mais bon, il n'a pas rempli les attentes. Il a commencé à chuter dans les listes, je dirais peut-être en novembre ou décembre. 37 points en 37 parties. 1 point par match. C'est pas mauvais, sauf que, tu sais, quand on compare avec Celebrini, Eichel, Fantilli, qui était entre 1,68 et 1,81, le 1 point par match de Hagen n'est pas suffisant. On s'attendait surtout à plus, c'est ça, considérant qu'il jouait avec Ryan Leonard puis Gabe Perreault à Boston College, mais je pense que ça a été à l'inverse négatif pour lui d'être avec ces deux gars déjà hyper créatifs parce qu'il y avait toujours la rondelle. Hagen, en fait, c'est souvent le third wheel sur ce trio-là, fait que je pense que ça ne l'a pas aidé. Le manque de dynamisme et de créativité qu'on a vu cette saison de Hagen contrasterait vraiment avec ce qu'on avait vu de lui les saisons précédentes. Fait que je peux comprendre pourquoi il a baissé sur les listes, pourquoi il risque de glisser légèrement lors du repêchage. Parce qu'il a baissé là, sur ma liste aussi, là, je ne ferai pas de cachette. Sauf que faut quand même faire attention parce qu'on a vu quel genre de joueur qui est. Je pense encore que c'est un des joueurs les plus talentueux du repêchage malgré la production décevante cette année. Puis surtout, il y a le track record pour prouver qu'il fait partie de l'élite. Mais c'est ça, cette saison-ci a été décevante. Est-ce qu'il a plafonné ou est-ce que c'est juste un creux de vague à suivre? Mais au 5e rang, je pense que Boston ont possiblement leur futur premier centre ici. Puis même si c'est pas le plus gros, je serais pas surpris que ce soit leur choix. Au 6e rang, le Kraken de Seattle. Les choix logiques ici, ce serait Anton Frondel, Roger McQueen ou Jake O'Brien, qui sont probablement là, les prochains choix sur la plupart des listes publiques. Mais je pense que Seattle sont quand même bien nantis en fait à l'attaque avec Wright, Beniers, Catton, Shala, Niemann, Furcus, Rakoff, Kako, même qui reprend du poids de la bête. Sauf qu'à la défense, c'est quand même un petit peu plus mince dans leur banque d'espoir. Je pense qu'ils vont y aller ici pour un joueur qui ont eux aussi vu évoluer dans leur cours une bonne partie de la saison. Radim Murtica, défenseur droitier, 6 pieds 6 pouces, qui a joint en fait l'équipe de Seattle dans la WHL à la mi-saison, puis qui a vraiment fait écarquiller beaucoup d'yeux. Je suspecte même que sa cote va encore plus monter après le championnat U18 auquel il va participer dans les prochaines semaines. 35 points en 43 parties pour le défenseur format géant, que je vois davantage personnellement comme un défenseur qui projette plus dans un rôle défensif au prochain niveau. Mais Krim Bin, il a produit toute l'année, fait que ça se peut qu'il y ait un petit peu plus en arrière de la cravate. En fait, pour remettre en contexte, il a produit presque au même rythme que Carter Yakemchuk, qui est un défenseur très offensif. Puis il a également mieux produit que Jackson Smith, qui est possiblement le deuxième meilleur défenseur de cette QV d'un point de vue potentiel offensif. Murtica, ben, il a une super mobilité pour un défenseur de cette taille-là, même si je pense pas qu'il est dans la même discussion que, disons, Anton Silayev et compagnie. Je dis douter du potentiel offensif de Murtica, mais il y a quand même eu des super beaux flashs offensifs dans lesquels, bon, soit qu'il montait la rondelle en breakout ou il s'activait en zone offensive en s'approchant du filet, tenter de déjouer également des attaquants ou des défenseurs adverses, etc. Mais bref, assurément un défenseur que je vois évoluer dans la LNH en raison de son gabarit. En plus d'être droitier, il a une très bonne portée, très bonne mobilité, etc. Mais il y a encore des choses là pour peaufiner dans son cas. Je pense pas que ça va être un gars qui va être plug and play dès l'an prochain. Je pense qu'il y a beaucoup de peaufinement à avoir au niveau d'être plus rapide sur ses récupérations de rondelles en zone défensive. Il doit être plus solide sur ses patins également, plus robuste. C'est un projet assez safe qui pourrait jouer en fait sur le top 4 d'une équipe comme Seattle quand même assez longtemps. Pour moi, c'est un peu trop tôt, je pense, pour Murtica. Vous me connaissez, là, ou peut-être pas, mais en tout cas, je suis pas le plus high sur lui. Mais je pense que réalistiquement, ça serait très surprenant qu'il glisse en dehors du top 8 lors de la journée du repêchage. On sait que les équipes bavent sur les gros défenseurs droitiers, puis ils cochent beaucoup de cases.
Au 7e rang, les Sabres de Buffalo, encore et toujours dans ce range-là, malheureusement pour eux. Puis il y a un choix ici sur le board là, qui crie Sabre, encore une fois. Puis je vais avec ça, c'est Anton Frondel. Frondel, centre. Je dis centre avec un petit astérisque à côté parce qu'il n'a pas joué au centre en Allsvenskan, mais il joue au centre là, en compétition internationale. Il est devenu un des favoris de plusieurs partisans, observateurs et analystes à partir du mois, je dirais, de janvier. Après un début de saison excessivement lent, bizarrement, il a été pourri en J20 national. Il revenait d'une blessure, ça y a pris du temps avant de se mettre en marche. Il était rouillé, un peu comme une porte de valise de Mitsubishi RVR. Bref, mais il est devenu le meilleur pointeur de 17 ans de l'histoire de la Allsvenskan plus tard en saison. Frondel, ben, c'est un autre nom dont vous avez peut-être entendu parler avant cette année. C'est un joueur qui était pressenti pour être un choix top 5 depuis quelques années déjà. Frondel, comme je disais, joue au centre en compétition internationale, puis je m'attends à ce qu'ils connaissent un très gros tournoi U18 parce qu'ils ont un club complètement pacté cette année, la Suède. 6 pieds 1, environ 200 livres. C'est un joueur qui est lourd, massif, fort, capable de jouer robuste contre les messieurs, même en deuxième division en Suède. C'est un joueur qui a un jeu très mature, mais qui est d'abord et avant tout probablement le meilleur franc-tireur de tout le repêchage. Même si je ne crois pas que ce soit un franc-tireur élite ou générationnel, évidemment pas. Mais c'est un très bon marqueur. Certains, comme nous autres, à Elite Prospects, sont là plus bas que la moyenne. Il a remonté, là, il est rendu 12e dans le classement d'avril. Je pense qu'on l'avait 18e, quelque chose comme ça, en février. On a vu Frondel 2e, 3e, 4e sur plusieurs listes. Il y a même Craig Button qui l'avait comparé avec Alexander Barkov, ni plus ni moins. Ceux qui l'aiment moins critiquent principalement son manque d'efficacité avec la rondelle, principalement en transition. Je suis d'accord avec ça. Puis pour ma part, dans mes visionnements, j'ai également trouvé qu'il n'était pas vraiment efficace en échec avant puis en récupération de rondelles. Même s'il joue dur puis qu'il est capable de tenir son bout le long des bandes comme des messieurs, contre des messieurs, c'est difficile de dégager la rondelle de la bande à plusieurs reprises. En fait, jusqu'à février, son absence de progression m'inquiétait beaucoup également. Mais là, il semble être reparti dans la bonne direction. Puis comme que je dis, je pense que le U18 va vraiment encore plus faire monter sa valeur. Mais est-ce qu'il va être le prochain Sacha Barkov ou est-ce qu'il va être le prochain Brock Nelson? À suivre. Mais je pense que c'est le genre de joueur que Buffalo aime. Un gars avec un bon gabarit, mais surtout un jeu très mature qui projette au centre. Au 8e rang, les Ducks d'Anaheim qui ont honnêtement un beau pool de joueurs. Là. Je pense que c'est juste une question de temps avant qu'ils prennent leur envol. Une lacune que j'avais toutefois levée l'an dernier, si on veut vraiment trouver des poux dans leur banque d'espoir, c'est qu'ils ont beaucoup de gauchers. Je parle pas de Nathan Gaucher ici qui est droitier, bref, c'est bizarre. Mais Leo Carlson, Cutter Gauthier, Trevor Zegras, McTavish, tous des gauchers. Là, en ce moment, bon, ça va parce qu'ils ont quelques droitiers dans la formation, dont Strome et Terry, mais à long terme, ce serait quand même cool qu'ils ajoutent d'autres droitiers. Ils ont repêché Seneca la saison dernière. Je ne sais pas si ça l'a joué dans balance, mais j'aimerais vraiment ça les voir aller chercher un centre droitier à quelque part. Évidemment, pas étirer le bras parce qu'on ne repêche pas selon les besoins, mais tu sais, si, mettons que ça donne qu'un bon centre droitier de disponible, je pense qu'il pourrait y aller avec ça. Puis ça donne bien. Il y en a un beau. Jake O'Brien, centre, 6 pieds 2. Mais bon, 6 pieds 2 pas très rempli, là, c'est encore une échalote. À mes yeux, le fabricant de jeu le plus créatif de tout le repêchage. Patin, bon, juste correct, mais ça s'est amélioré par rapport à l'an dernier. O'Brien manque également de force physique, comme je dis, il doit vraiment remplir son gabarit, mais il y a de la place pour. Sauf que c'est vraiment sa vision, son agilité qui sont vraiment high-end. Puis écoute, je ne peux que rêver de le voir, mettons, avec un Beckett Seneca, justement, qui a un profil quand même assez similaire. Ou encore, de le voir alimenter Cutter Gauthier sur le powerplay. O'Brien, présentement, il joue à gauche sur le powerplay, puis il amasse la majorité de ses points en alimentant Nick Lardis, qui est positionné à droite sur le one-timer. C'est exactement le bureau de Cutter Gauthier. Fait que pensez-y, je pense que O'Brien coche énormément de cases pour les Ducks. Je pense que ça serait un beau fit avec des joueurs justement comme Gauthier et Seneca.
c'est ça, d'ajouter des gars en plus qui sont hyper créatifs, futés et dynamiques, comme Seneca et O'Brien. Je pense que ça va rendre beaucoup plus facile de se départir, en fait, de Trevor Zegras. Au 9e rang, les Penguins de Pittsburgh, pour qui le fond du baril y approche très rapidement. Puis je ne cesse de répéter qu'il aurait dû tirer la plug il y a quelques saisons de ça. Mais bon, ils sont pas pressés de reconstruire. Ça va être une reconstruction qui va être longue et pénible. Je pense que, ils peuvent espérer tanker dans les prochaines saisons pour possiblement, on leur souhaite, repêcher un des gars, genre Gavin McKenna en 2026, Landon DuPont en 2027 ou Maddox Schultz en 2028. Sauf que pour cette année, je les verrais bien aller chercher, mettons, un Jackson Smith, question d'avoir un défenseur au profil top 4 dans leur banque d'espoir, mais je pense qu'ils vont vraiment y aller pour une swing pour la clôture ici. Puis s'ils se plantent, c'est pas si grave que ça, compte tenu que la reconstruction va être longue et pénible. Mais je pense qu'ils pourraient ici ramasser au 9e rang le gros faller de ce repêchage-là, le centre de 6 pieds 5, Roger McQueen. McQueen qui était vu comme un choix top 5, pas mal coulé dans le béton en début de saison, qui s'est même ramassé rapidement 2e ou 3e dans certaines listes après un début de saison fracassant. Sauf que McQueen, il s'est blessé au dos au mois d'octobre. Il est revenu au mois de mars avant de se reblesser à nouveau. Situation inquiétante qui rappelle drôlement Caden Lindstrom la saison dernière. C'est évidemment très alarmant lorsqu'on parle d'une blessure au dos, puis avec justement Lindstrom qui n'a pas joué un seul match cette saison. Est-ce que les équipes pourraient avoir peur de repêcher McQueen à suivre? Sinon, si on parle de hockey, le patin, il n'est pas élite, mais il est très bien. C'est un gars qui bouge bien pour sa taille. Mais vraiment, ce qui rend McQueen spécial, je pense, c'est ses mains qu'il utilise aussi avec son lancer, sa bonne vision. C'est un gars qui a une certaine deceptiveness également dans ses jeux, qui a une robustesse aussi qu'il peut apporter occasionnellement. En santé, je pense que c'est très facile de le projeter au minimum sur une 2e ligne au centre, sauf que le plafond, il est très, très, très élevé dans son cas, vu tous ces outils-là. Reste juste à voir, là, c'est ça, si la blessure est grave ou non. Mais c'est une swing, je pense que les Pingouins pourraient prendre ici. Il y a eu beaucoup de boss sur sa route, Roger McQueen, cette saison. Un peu comme l'autoroute 20 à hauteur de Montmagny. What the fuck, les dos down à 118 km/h? Bref, réparez ça. Au 10e rang, les tristes Islanders de New York. Honnêtement, ça aurait très bien fait pour eux autres d'aller chercher, mettons, Jake O'Brien au 10e rang. Question d'alimenter Cole Eisenman. Sauf que là, c'est ça. Côté centre, ça commence déjà à être un petit peu plus mince là, avec tous les centres qui viennent de sortir back-to-back-to-back-to-back. En termes de talent, sinon, je pense que le choix évident, ce serait Victor Eklund ici. Sauf que je pense que les Islanders aussi, là, ils s'en vont vers une grosse reconstruction. Puis que de construire vers l'arrière et d'aller chercher un défenseur, ça serait une belle option pour eux. J'irais ici avec Jackson Smith, défenseur gaucher, 6 pieds 3, probablement le meilleur patineur après Matthew Schaefer. Défenseur extrêmement agile, fluide, excellent en transition. Il a déçu quand même en termes de production offensive. Tu sais, quand on regarde le package puis le profil, on s'attendait à ce qu'il produise un petit peu plus, puis il a moins produit que Murteka, comme que je disais. Mais je persiste à croire que Smith a une projection très safe de défenseur top 4 dans la LNH. Puis surtout, et c'est pourquoi personnellement je l'ai encore plus haut que ça dans ma liste, c'est que je pense que c'est un des seuls défenseurs de la QV qui a une réelle possibilité de devenir un défenseur numéro 1 au prochain niveau. Parce que sinon, à part sa mobilité, Smith est, à mon avis, un des très bons défenseurs pour contrer le rush également. Il est souvent éparpillé dans sa zone. C'est un gars quand même chaotique par moment, avec des crampes de cerveau. Sauf qu'il compense avec du bon jeu physique, excellent jeu en transition. Bref, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je vois dans un profil two-way de top 4. Puis si vous voulez en entendre davantage sur Jackson Smith, j'ai été invité au podcast Locked On NHL Prospects. On en parle pendant une bonne trentaine de minutes, là, Sébastien Haye et moi, en anglais, mais si ça vous dit, je vous invite à aller écouter ça. Au 11e rang, les Rangers de New York, que je ne m'attendais pas à voir exclus des séries cette année. Je vais garder ça simple. Les Rangers, ils ont un bon historique d'être obsédés par les gros bonhommes. Puis je pense pas qu'ils vont faire exception cette année.
Surtout s'ils essaient d'entourer Gabe Perreault. Puis je pense que leur choix ici, ça va être Lyndon Lakovic. Lakovic, ailier, 6 pieds 4, magnifique patineur, d'excellentes mains, excellente transition, très bon fabricant de jeu, très bon lancer. Mais là, vous vous dites pourquoi il n'est pas plus haut d'abord? Ben, le gros problème, c'est qu'il n'initie pas vraiment le contact malgré son 6 pieds 4. Il joue très peu robuste, sinon aucunement robuste. Manque également parfois d'implication défensivement. C'est un joueur qui est très talentueux, avec un gabarit d'allié de puissance, mais qui joue davantage comme un joueur, dans le fond, talentueux de 5 et 10. Sauf qu'il est talentueux, puis c'est juste qu'on s'attend à plus lorsqu'on le regarde, sauf que rien ne dit qu'il ne développera pas ce côté-là de lui, tu sais, il est tout scié pour le faire, puis naturellement, son gabarit va l'aider, je pense, surtout en série, même si c'est pas le gars, comme que je disais, qui initie le contact lui-même. Il va quand même pouvoir se servir de son gabarit pour protéger la rondelle et tout et tout. Personnellement, je prendrais Lakovic top 10 n'importe quand. C'est un gars, vous le savez que je vous hype là, depuis le mois d'août. Ça devient difficile, je pense, de passer par-dessus, rendu au 11e rang, du moins selon moi. Puis je pense que les équipes de la LNH vont aimer Lakovic en raison de son gabarit, là, malgré peut-être les lacunes en termes d'agressivité. Au 12e rang, les Red Wings de Detroit. Je pense qu'ils ont vraiment un lay-up ici. Là. Victor Eklund, en partant suédois, talentueux, avec un gros moteur. Il y a Détroit là, décrit dans le front ici. Détroit qui a d'ailleurs été critiqué pour ne pas repêcher beaucoup de talent dans les dernières années, qui allait davantage vers les gars complets. Eklund viendrait renverser cette tendance. C'est le frère de l'autre. Il joue avec plus de hargne que son frère, je dirais. Puis c'est un joueur, c'est sûr, qui n'a pas peur d'aller jouer à l'intérieur, d'aller jouer le long des bandes, malgré qu'il ne fasse que 5 et 11. Puis c'est probablement l'un des meilleurs talents offensifs purs à l'extérieur du top 4-5, je crois. Et Claude, c'est un joueur qui est très rapide, agile, créatif, qui joue à haute intensité également. Je pense que ça fit bien avec le profil, justement, des Red Wings. La seule affaire que j'aime pas, peut-être, de Eklund, qui fait que personnellement, je suis un petit peu plus bas. On le voit là entre 6 et 9 là, sur beaucoup de listes publiques. Personnellement, je l'aurais un petit peu plus bas que ça. C'est son lancer. Là, je trouve pas que c'est un bon finisher, mais c'est inconstant d'une game à l'autre. Fait que c'est difficile. Puis il jouait en Allsvenskan, donc la ligue pour monsieur. Puis c'est très bien débrouillé là, physiquement et tout. Fait que je pense que Détroit aura un très bon joueur ici en Victor Eklund, pas Vector, là, les céréales, des céréales, ça, des bartendes, les deux, je sais pas. Au 13e rang, les Blue Jackets de Columbus, que je pense qu'ils vont vouloir aller chercher un défenseur droitier. Puis je pense que leur homme ici, ça va être Logan Hensler, défenseur droitier de 6 pieds 2 qui évolue en NCAA. Ça peut sembler un reach, dans le fond, parce que Hensler est en chute libre là, depuis novembre. On le voyait plus classé, je dirais, entre 15 et 20 récemment. Mais il a vraiment bien joué en fin de saison. Puis je l'ai toujours dit, le Hensler, gros défenseur droitier, il va sortir plus tôt que ce qu'on voit. En début de saison, je le voyais comme un choix top 10, pas mal assuré, sauf qu'il n'a pas rempli les attentes. Le jeu de la NCAA semblait trop rapide pour lui en début de saison. Il y avait de la misère défensivement, il y avait de la misère à récupérer les rondelles, à refaire des relances. Il n'y avait aucun impact offensivement également. Il avait perdu sa petite touche magique qu'il avait avec le programme de développement américain. Sauf que dans les derniers mois, il est redevenu un peu plus le joueur qu'on s'attendait à ce qu'il devienne. L'atout principal de Hensler, en fait, c'est son patin. Il y a un très bon patin, je crois, pour les défenseurs dans ce draft-là. C'est un joueur qui est capable d'être solide défensivement également, robuste, efficace en transition, capable de supporter également l'attaque au besoin, même si c'est pas nécessairement son atout principal, ouais. Fait que c'est ça, il est en train de redevenir, je pense, un slam dunk pour jouer sur un top 4. Qui était la projection que j'avais de lui l'an dernier, même si, bon, dernièrement, je parlais de lui plus comme un 5-6e défenseur à suivre, mais je pense qu'ici, c'est le candidat parfait pour les Blue Jackets afin de remplacer un gars comme Jiricek. Au 14e rang, le Utah Hockey Club, qui pourrait honnêtement prendre n'importe quelle direction le rendu à ce point-ci. Je pense que le draft s'ouvre un petit peu plus, puis on pourrait commencer à avoir des surprises. Peut-être un Jack Nesbitt, ou je les verrais bien ici viser le grand défenseur là, Blake Fiddler à 6 pieds 4, ou Justin Carbonneau, parce que bon, c'est une équipe là, Utah qui aime aller piger dans la LHJMQ, mais il y a un autre joueur
qui glisse présentement dans le repêchage en raison d'une blessure un peu comme McQueen, puis qui fit très bien, je pense, dans leur identité. Je parle ici évidemment de Carter Bear. Utah ont repêché énormément des gars travaillants puis robustes dans les dernières saisons. Là. On pense entre autres là, à des gars comme Cole Baudouin l'an dernier puis tout ça. Puis on sait, ils aimaient beaucoup T. Higgins l'an dernier. Ça a été leur choix de premier tour. Puis Bear est un peu dans ce moule-là. On a parfois entendu la comparaison entre Bear et Higgins ou en fait les deux, ils sont comparés avec Seth Jarvis. Je pense que Bear, à 14, c'est un très beau guess à prendre, considérant en fait qu'il est généralement classé, je dirais peut-être en 9 et 12 dans la plupart des listes publiques. Bear, attaquant, 6 pieds, joueur robuste, très, 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 très intense, un hostie de talent en échec avant. Il me fait penser, je dirais, à Joey, le petit agressif dans Huggy et les cafards. Je ne sais pas si vous avez la référence. Puis le genre de joueur qui ne se contente pas d'initier le contact, mais il est également très bon à sortir la rondelle, de se dégager de la bande, à gagner justement les batailles à 1 contre 1, puis remettre la rondelle rapidement à un coéquipier. T'sais. C'est le genre de joueur, en fait, travaillant que toutes les équipes veulent, un genre de joueur qui va élever son jeu d'un cran également en série. Le hic, c'en est un gros, c'est qu'il a subi une lacération du tendon d'Achille, blessure très grave dans le sport, qui a ralenti les carrières de plusieurs joueurs. On pense le Peyton Krebs, Eric Carlson également. Il se pourrait que Bear glisse un peu plus que ça, considérant cette blessure-là. Sauf que c'est ça, je me permets la parenthèse, je sais que c'est un favori des partisans montréalais. Fait que si jamais il glisse jusqu'au rang de sélection des Canadiens en raison de sa blessure, puis que le CH passe par-dessus, de grâce, brûlez pas tout, soyez pas fâchés. Ça se peut qu'il y ait un risque légitime avec Carter Bear. Malheureusement, c'est vraiment sérieux comme blessure ce qu'il y a eu. Sauf que si jamais ça a peu d'impact, ce qui serait quand même surprenant, on ne se fera pas de cachette, Bear, il a tout pour devenir un excellent joueur top 6 dans la LNH. Au 15e rang, les Canucks de Vancouver, je les vois ici repêcher Brady Martin, qui, by the way, aurait été un excellent choix pour l'Utah aussi, maintenant que j'y pense. Martin, peut-être moins talentueux que d'autres joueurs disponibles comme, disons, Justin Carbonneau. Sauf que Martin, c'est un centre. C'est un gars qui joue robuste également, qui est bon sur 200 pieds. C'est pas mon préféré. J'ai souvent trouvé plate dans certains de mes visionnements, plus en début de saison, je dirais. Je commence là, à tomber en amour avec un petit peu plus. Mais centre, 6 pieds, plaque énormément, possède un très, très, très bon tir également, puis des bonnes mains. Je questionne le tempo par moment aussi, sauf que, overall, c'est très facile de le projeter comme un 2e ou 3e centre dans la LNH, un joueur de série, un gars que les coachs vont adorer également. Puis c'est ça, je pense que c'est un gars qui pourrait sortir plus tôt qu'on pense, là, compte tenu que c'est un centre. Puis aussi, il va avoir la chance de se faire valoir lors du championnat des moins de 18 ans. Ça risque d'être le premier centre, peut-être, là, du Canada, donc à suivre. Mais ouais, je pense que Martin va sortir là, dans ces eaux-là lors du repêchage. Sinon, les Canucks, je les verrais bien prendre Kashan Aitchison aussi à ce rang-là. Je passe vite parce qu'on arrive aux 2 choix des Canadiens de Montréal, 16e et 17e en bonus. Grosso modo, si on regarde ce qui reste sur le board, je pense pas que Montréal aurait de l'intérêt pour des joueurs de moins de 6 pieds comme Ben Kindle, Cameron Schmidt, Cameron Reed, Colin Potter ou Cole Reshney, aussi talentueux soit-il. Je pense pas qu'un gars qui projette plus sur un bottom 6 comme un Jack Nesbitt soit tant intéressant non plus. Je pense pas que Kashan Aitchison soit le choix ici non plus pour Montréal. Défenseur gaucher robuste, mais de 6 pieds 1. Je pense qu'il est trop tôt aussi pour étirer le bras pour des défenseurs droitiers plus gros comme David Bitkowski ou Henry Brustevich. Il y a Blake Fiddler, toutefois, qui serait une très belle option ici pour Montréal, je crois. Défenseur droitier de 6 pieds 4. Sauf que personnellement, je crois que Montréal ici irait avec 2 attaquants. Un qui est très talentueux, mais avec certains points d'interrogation. Puis un autre qui est beaucoup plus safe à projeter, mais au plafond offensif peut-être limité. Je parle ici de Justin Carbonneau et de Malcolm Spence. Dans le cas de Justin Carbonneau, vous l'avez probablement vu jouer si vous suivez moindrement la LHMQ, fait que je ne m'attarderai pas trop sur son cas, mais Carbonneau, à mon avis, un des joueurs les plus talentueux en dehors du top 10 cette année peut-être. Il y a le patin, il y a les mains, puis le lancer pour évoluer dans la LNH. Le gabarit n'est pas un enjeu, 6 pieds 1, c'est un ailier.
c'est un joueur qui peut jouer robuste également à l'occasion, sauf que j'aimerais personnellement le voir encore plus impliqué physiquement. La grosse question que les gens ont souvent dans le cas de Carbonneau, c'est sa capacité à utiliser ses coéquipiers, peut-être même son attitude également, mais tout ça semble s'être amélioré en cours de saison, donc c'est encourageant. Si on veut le meilleur joueur disponible en termes de talent, prendre une swing sur l'upside pour vraiment aller chercher un gars qui pourrait jouer sur un top 6 éventuellement, pour moi, c'est Carbonneau ici, ça fait aucun doute. Sinon, pour Malcolm Spence, profil complètement différent, je l'aime beaucoup plus que la majorité des listes publiques. Là, on commence à voir Spence là, entre 15 et 20. Pour moi, je l'ai plus haut que ça parce que je pense que c'est le genre de gars qui va devenir meilleur que son rang de sélection. C'est un ailier gaucher de 6 pieds 2 qui joue un jeu très mature déjà, joue sur 200 pieds, bon patineur, impliqué physiquement, joue à haute intensité, robuste, très dangereux autour du filet, un joueur bâti pour les séries, pardon. Je pense qu'un shot également sous-estimé, c'est un gars que sur le bumper, je l'aime bien aussi. Sauf que c'est aussi un des joueurs les plus vieux du draft puis qui a montré peu ou pas de progression par rapport à la saison dernière. Ça ne sera jamais ton play driver non plus. C'est vraiment un joueur complémentaire. Donc, je comprends pourquoi les gens parlent de lui comme un joueur plus de troisième trio. Sauf qu'au contraire, je pense qu'il y a vraiment tout pour devenir le joueur complémentaire par excellence sur un top 6, être la colle, le connecteur sur une ligne offensive. Puis aux côtés d'un gars comme Ivan Demidov, justement, je pense que ce serait vraiment un bon fit. Ça va être le gars qui va aller chercher les pucks, qui va jouer devant le filet, qui va déranger. C'est un gars, comme je dis, intense, bâti pour les séries, un leader naturel, pas très loin de la LNH également. Puis dans le pire des cas, tu te ramasses avec un excellent third liner. Je vois pas vraiment un scénario dans lequel Malcolm Spence ne percerait pas la LNH. Puis je pense que dans la situation dans laquelle le Canadien est, c'est un fit parfait pour moi ici. Fait que c'est ça. Sinon, à part ces deux-là, j'ai malheureusement peine à voir qui pourrait être intéressant pour le Canadien dans ce range-là. Fait que écrivez-moi en commentaire, ce serait qui vos choix pour le tricolore dans cette situation-là, si jamais il repêche 16 et 17 et que tous les joueurs que j'ai nommés entre 1 et 15 sont déjà sortis. Est-ce que c'est Jack Nesbitt? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce qu'on Cameron Reed ou je sais pas? Écrivez-moi qui vous aimeriez. Ben Kindle, je sais qu'il y a des gros fans de Ben Kindle parmi mes auditeurs. Donc, je veux vous entendre, guys. Ce serait qui vos deux choix à 16 et 17 dans ce scénario-là? Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Il y a des gros épisodes qui s'en viennent prochainement sur la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je réitère, abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Je vous fais un plus gros mock draft dans les prochaines semaines avant le repêchage. Je m'attendais vraiment plus à décortiquer chacun des joueurs, pardon. Je suis fatigué, je suis grippé, je réitère. Puis aussi, je vais compléter ce mock draft, probablement juste en version audio. C'est quand même assez long, monter les vidéos et tout ça, même si je sais que c'est très pertinent pour vous là, de voir les joueurs et pas juste m'entendre en parler. Mais ouais, si vous voulez suivre ça, les choix 18 à 64, ça va s'en venir également sur la chaîne, ainsi que d'autres épisodes spéciaux, des petites collaborations comme j'avais fait la saison dernière. Gardez un œil là-dessus. Fait que merci pour votre écoute, puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode ou une autre vidéo du podcast Briser la glace. Merci. Bye.